Bienvenue pour ce 4e atelier maîtrise de l'énergie consacré au décret tertiaire et au décret BAX. Alors, ce webinaire est enregistré. Je vous invite à conserver vos micros et caméras éteints pour le confort de tout le monde. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas autoriser l'enregistrement de leur voix, je vous invite à poser vos questions dans le chat. Alors, en termes d'ordre du jour, donc aujourd'hui, nous vous proposons donc un webinaire qui est dédié au décret tertiaire et au décret BAX, donc avec une première partie introductive, décret tertiaire en 2 temps, donc un rappel des principales échéances notamment, et une démonstration opérate réalisée par le CEREMA. Un temps sur le décret BAX, on aura un temps d'échange dédié sur chacun des deux sujets et ensuite une conclusion. Je laisse la parole à Jean-Christophe Bouclé, directeur général de la SPL Alterne. Bonjour à toutes et à tous, élus, intervenants des services des communes. Merci de votre participation régulière à ce type d'intervention. Les équipes vont vous décrypter ensuite je dirais les 2 décrets, donc le décret tertiaire dont on avait déjà discuté, qui nous donne le cadre général d'économie, et le décret BAX, qui est un outil qu'il faut plutôt prendre comme une opportunité plutôt qu'une contrainte. Vous le savez, on a vécu un hiver dernier assez compliqué. La sobriété énergétique, ce n'est que le début de l'histoire. On en a absolument besoin pour faire des économies d'énergie. On en a besoin aussi pour garantir la sécurité de nos réseaux gaz et électricité. Et il faut agir également sur l'efficacité énergétique. Et il se trouve que le décret BAX offre cette possibilité, puisqu'en fait, ça permet de pérenniser des économies d'énergie qu'on a déjà mis en place avec sobriété, parce que derrière, on va pouvoir avoir des métriques et des suivis des consommations. Donc, je vous invite à participer, à poser des questions. Donc, on pose le cadre aujourd'hui de quelque chose qui va structurer les prochaines années de l'efficacité énergétique et de la sobriété énergétique. N'hésitez pas à vous en saisir. N'hésitez pas à nous solliciter ultérieurement au-delà de ce webinaire. Bon webinaire. Donc, je laisse la parole à Benoît Potier et Matteo Giannoni, chargés d'accompagnement tertiaire, sur la partie décret tertiaire. Bonjour à toutes et à tous. Concernant le décret tertiaire, plus communément, s'appelle en vérité l'éco-énergie tertiaire, EET. Donc, c'est une obligation donc réglementaire qui engage tous les acteurs du secteur tertiaire pour aller vers une sobriété énergétique. Donc, c'est issu du décret tertiaire, donc l'article 175 de la loi Elan. Donc, ça impose une réduction progressive des consommations d'énergie dans tous les bâtiments à usage tertiaire pour diminuer les émissions de CO2. Il faut savoir que selon l'étude d'impact, 68% du parc tertiaire est concerné par ce décret. C'est quand même une grosse partie des bâtiments. Un petit rappel sur les objectifs de réduction des consommations d'énergie. Donc, les objectifs sont de réduire les consommations d'énergie du parc tertiaire de 40% d'ici 2030, 50% d'ici 2040 et 60% d'ici 2050 par rapport à 2010. Sur la partie droite du slide, vous voyez un processus, en fait, pas un processus, mais un logigramme qui permet de savoir si oui ou non votre ou vos bâtiments sont soumis au décret. Sur le slide suivant, voilà, merci. Donc, les bâtiments assujettis et la notion d'unité foncière. Donc, les bâtiments qui font partie du décret sont les bâtiments qui représentent une surface d'activité tertiaire ou un cumul de surface égale ou supérieure à 1000 m². Par contre, sont exclus l'ensemble des bâtiments qui sont en dessous, donc les constructions provisoires, les algéco, les bâtiments qui ont qui sont provisoires, les lieux de culte, les bâtiments qui sont liés à la défense ou à la sécurité civile et la sûreté du territoire. Pour le reste, donc la détermination du bâtiment, comme je le disais tout à l'heure, la première donnée, c'est une surface
supérieur ou égal à 1000 m2 alloués en usage tertiaire ou toute partie de bâtiments à usage mixte hébergeant des activités tertiaires dont le cumul des surfaces est égal ou supérieur à 1000 m2. Enfin, l'ensemble des bâtiments qui sont sur une même unité foncière dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires. Plus concrètement et plus simplement pour expliquer le concept sur le petit schéma à côté, on voit donc différents bâtiments sur une commune lambda. Donc là, par exemple, on a une école, une mairie, une salle des fêtes qui sont toutes une surface inférieure à 1000 m2, mais comme elles ont leurs unités foncières, leur numéro de cadastre contigu, en fait, on cumule l'ensemble des surfaces. Donc là, du coup, on dépasse les 1000 m2, donc c'est assujetti au décret tertiaire. Par contre, la route qui sépare les surfaces cadastrales donc, forme une limite. Du coup, les services techniques ne sont pas associés à ce décret. Ça n'empêche que vous pouvez quand même si votre bâtiment n'est pas assujetti au décret tertiaire, entamer une démarche d'économie d'énergie pour être plus performant en termes d'émissions de CO2. Bonjour à tous, Monsieur Zanoni, donc économe de flux au sein de la SPL Alterne. Donc je vais vous présenter les objectifs pour les bâtiments qui sont assujettis donc au décret tertiaire. Donc là on va voir un peu plus précisément dans cette slide, comme Monsieur Potier a évoqué, donc les réductions de consommation énergétique sur les 30 prochaines années. Donc ici on a deux options de choix pour définir en fait ces objectifs. On a premièrement ce qu'on appelle la valeur relative. Alors celle-ci, en fait, tout bonnement, elle marche comme Monsieur Potier l'a dit. Donc c'est les objectifs où on doit réduire nos consommations de moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Comment ça fonctionne? Il suffit en fait de définir dans un premier temps une année de référence qui va être choisie entre 2010 et 2020. Cette année de référence de consommation, donc, elle devrait être corrigée de la rigueur climatique. Donc, c'est-à-dire qu'on va retirer le facteur climatique. Donc, s'il a fait chaud, s'il a fait froid, on retire cet aspect-là et on veut juste déterminer les consommations intrinsèques du bâtiment. Il y a une possibilité de choisir une année de référence, notamment entre deux périodes de chauffe ou sur une année civile, voire même glissante. Et donc, l'objectif pour vous, les communes, c'est donc de récupérer une année où vos consommations ont été les plus hautes. Ça facilitera donc les réductions de consommation parce que par la suite, dès que vous aurez choisi cette année de référence, il y aura donc à déclarer vos années, vos dernières années, donc 2020, 2021, 2022, etc., etc. Cette option-là, en fait, on la privilégie notamment pour les bâtiments qui sont soit anciens, soit très consommateurs ou qui n'ont pas subi de lourdes réhabilitations thermiques. Donc voilà, si vous avez des bâtiments qui sont assez consommateurs, c'est l'option la plus favorable pour vous pour atteindre vos objectifs. Ensuite, la deuxième option qui est donc valeur absolue. Cette valeur absolue, en fait, elle marche avec des seuils de consommation, donc en kilowattheures par mètre carré par an. Donc ça va être en fonction de votre surface de bâtiment. Ils sont fixés en fait par des arrêtés pour chaque catégorie de bâtiments et donc pour chaque décennie. Cette option-là, notamment, elle est à privilégier surtout pour des bâtiments qui sont neufs, qui consomment très peu et qui ont déjà subi pas mal de réhabilitation. Et pour terminer, c'est ce qu'on a appris là très récemment. De base, en fait, il manquait un arrêté sur les seuils à atteindre pour quelques bâtiments, notamment tout ce qui était commerce, hôtellerie, les hébergements touristiques et les restaurations et data centers. Et on a appris que tous les décrets sont actifs, donc maintenant on connaît les seuils pour les différents types de bâtiments. Voilà. Petite précision, non, l'arrêté valeur absolue 3, il n'est pas encore paru. C'est une question d'indicateur d'activité, mais qu'on reverra un tout petit peu plus tard. Donc là, dans cette partie-là, c'est tout ce qui va toucher à l'échéance et à l'accompagnement qu'on peut faire auprès des communes. Donc ici, donc, dans un premier temps, je vous expliquais donc les objectifs. Et l'étape suivante, c'est donc de réaliser votre déclaration initiale sur Opéra. Opéra, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un site internet de l'État qui a mis ça en place pour donc déclarer donc vos bâtiments.
Comment ça marche? En fait, comme M. Potier l'a dit, il va d'abord falloir, dans un premier temps, définir vos patrimoines qui est assujetti ou non au décret. À partir de là, vous allez donc définir votre année de référence que vous avez checké auparavant pour regarder à quelle année la plus consommateur tout bonnement entre 2010 et 2020. Et puis après, par la suite, intégrer donc vos consommations énergétiques de 2020, 2021 et l'année de référence, donc ça touche tout en fait, soit du gaz, du bois, du fioul, du propane, de l'électricité. Il faut savoir que la première déclaration sur Opérat devait se réaliser donc le 30 septembre 2022. Donc là, Opérat ne bloque pas les retardataires qui n'ont pas encore déclaré leur consommation. En revanche, on vous invite, lorsque vous le pourrez, en fait, de tout bonnement essayer d'intégrer vos consommations sur Opérat. Et important, il faudra aussi penser chaque année, donc avant le 30 septembre, de déclarer vos consommations énergétiques de l'année précédente, et ça de manière récurrente pour suivre avoir en fait un bilan historique de vos consommations. Et en fait, ce qu'on vous explique là, c'est un dispositif qui va vous permettre de mettre en place une stratégie patrimoniale et donc un suivi annuel au moins des consommations énergétiques. Ce qui va donc amener à une première étape vers une réduction des consommations énergétiques. Maintenant, en quoi nous, on peut vous venir en aide? Alors, on peut venir en aide sur plusieurs sujets, notamment sur l'information de premier niveau sur le décret tertiaire, ainsi que l'identification des bâtiments qui peuvent être susceptibles, qui sont susceptibles à être assujettis à celui-ci. Ultérieurement, on pourra vous transmettre les différents ateliers maîtrise de l'énergie, notamment celui de juin de l'année dernière qui en parlait et celui d'aujourd'hui. Pareil, si vous, les communes, vous avez notamment des questions un peu plus précises sur votre patrimoine et vous ne savez pas trop où aller, n'hésitez pas à revenir vers nous afin qu'on puisse voir ensuite avec le CRMA pour vous répondre de manière la plus pratique possible. Également, on peut vous transmettre des cahiers des charges type AMO décret tertiaire donc pour faire la déclaration sur la plateforme Opéra et donc avoir un suivi des consos. Et puis pour terminer, un accompagnement à la définition d'une stratégie patrimoniale. Donc ce que j'entends par là, ça va être on vient sur place, on va venir avec vous, définir les bâtiments qui nécessitent une rénovation thermique et ou une mise en place de stratégie de rénovation. On peut définir avec vous les subventions qui sont potentielles et vous accompagner sur le point de vue technique, juridique, financier sur la partie études, voire travaux. Voilà, je vous remercie. Monsieur Aubry, je vous laisse prendre la main pour la démonstration Opérat. Oui, je vais prendre la main. Bonjour, je me présente, Sébastien Aubry, je suis chargé d'études de qualité réglementaire de la construction au CEREMA Normandie Centre. Et là, je vais vous présenter, alors je vais partager mon écran, vous présenter la plateforme Opéra qui vient de vous être un petit peu évoquée, voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors pour vous la présenter, je vais prendre l'exemple d'une commune de la métropole dans laquelle je suis élu, donc je sais que j'ai les droits pour le faire, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Donc je vais vous montrer comment on peut s'inscrire sur la plateforme et comment après on fait toute la démarche qui amène jusqu'à la déclaration. Alors, juste un petit aparté pour des gens qui voudraient aller un peu plus loin. Demain, il y a un webinaire organisé par la DHUP et l'ADEME. Vous voyez, quand vous allez sur la plateforme Opéra, il y a un lien là. Demain à 10 h, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller suivre ce webinaire-là. Donc, je vais commencer par vous montrer comment on s'inscrit. Tout simplement, vous allez voir, c'est très simple. Voilà, vous cliquez sur le bouton s'inscrire. Voilà, vous êtes soit le membre de la structure, mais je pense que ça va surtout être le cas, ou alors vous êtes un prestataire, mais je ne pense pas qu'il y en a parmi nous aujourd'hui. Donc, vous êtes membre de la structure. Vous cliquez là-dessus. On va vous demander si vous êtes une région, département, métropole, etc. Donc, la commune, elle est ici. Vous cliquez sur commune et vous allez devoir vous identifier par votre numéro de SIRET. Alors, votre numéro de SIRET, si vous ne le connaissez pas, eh bien, vous avez le petit lien ici à cliquer. Vous arrivez sur cette page-là, et vous cherchez à part votre commune et vous avez un peu tous les SIRET qui existent dans votre commune. Vous allez trouver ceux de votre mairie et puis peut-être comme nous ici, celui de notre école. Voilà.
Vous allez sûrement en avoir d'autres, mais bon, nous sommes une petite commune, on n'en a pas beaucoup. Donc, effectivement, le SIRET de notre mairie, c'est celui-là. Donc, je le copie et je viens aller le mettre ici, je le colle et je le sélectionne. Vous voyez bien, je suis bien sur la commune de Bardouville. Je remplirai mon adresse mail, mon nom, mon prénom et quels sont mes droits. Donc voilà, ça va du représentant légal jusqu'à l'observateur. Représentant légal, c'est le maire ou ceux qui ont les délégations pour pouvoir le faire, ou alors référent, correspondant. À vous de le définir, et chaque rôle est défini par le petit i d'information là. À vous de voir les choses. Vous certifiez l'exactitude des choses, vous cliquez un peu partout, et vous validez, et ça vous a créé votre compte. Donc je ne m'attarde pas là-dessus, c'est très rapide, c'est très facile. Donc moi, je me connecte à mon compte et je vais ouvrir sur la commune de Bardouville. Ce que vous allez faire maintenant, c'est définir quelle est votre structure et quels sont vos bâtiments. Alors vous voyez ici, moi quand j'ai ouvert sur la commune de Bardouville, il m'a défini que j'avais 2 établissements qui étaient connus pour avoir un numéro de SIRET. C'est ceux qu'on a vus dans la page juste avant. Donc, il y a ma mairie et il y a mon école publique. Alors, on a d'autres bâtiments, bien entendu, mais qui, eux, n'ont pas de numéro de SIRET. Et je pense que c'est une problématique que dans vos communes, vous avez certainement. On a aussi une école maternelle, on a une salle des fêtes, on a une garderie-cantine, on a d'autres bâtiments, un service technique qui mais qui ne sont pas sous les numéros de SIRET particuliers, qui dépendent du numéro de SIRET de la mairie. Donc, je vais vous montrer après comment on définit tout ça. Donc voilà, s'affichent ici les établissements qui sont connus avec des numéros de SIRET. On va passer à l'onglet suivant, qui est l'onglet EFA. EFA, ça veut dire entité fonctionnelle assujettie. Alors là, vous avez le choix entre plusieurs choses. Soit vous recherchez ce que vous avez déjà déclaré avant, soit vous déclarez. Si vous en avez beaucoup, vous pouvez les importer, mais je ne me tarderai pas dessus aujourd'hui. Je pense que les webinaires de l'État seront plus précis là-dessus. Vous pouvez importer des listes avec des fichiers CSV complets de bâtiments qui vont rentrer entièrement dans la plateforme. Hein. Mais si vous en avez beaucoup, ça vaut le coup de faire comme ça. Et puis là, si votre entité fonctionnelle, enfin dire si votre bâtiment a fait l'objet d'une ancienne déclaration, mais sous un autre nom, vous pouvez le rattacher à un ancien. Mais là, dans notre cas, on va faire déclaration d'une entité fonctionnelle assujettie. Alors, quand vous arrivez là, vous avez plusieurs informations à donner. Vous allez devoir préciser qui vous êtes. Qui vous êtes vous pour pouvoir déclarer. Soit vous êtes le propriétaire occupant, soit vous êtes propriétaire mais vous n'êtes pas occupant, ça veut dire que vous êtes bailleur d'un bâtiment, mais vous allez quand même devoir déclarer des consommations. Soit vous êtes l'occupant ou le preneur à bail, ou alors vous êtes un syndicat, association de copropriété. Donc là, je vais m'attarder aux propriétaires occupants. Sur le fond, ça ne change pas grand-chose quand même. Hein. Mais voilà, je vais m'attarder, on va être propriétaire occupant. Après, vous allez devoir un peu, par la suite, là, définir le cas dans lequel vous vous situez. Vous avez le choix entre plusieurs choses. Soit vous avez un seul bâtiment qui fait à lui tout seul plus de 1000 m², comme ça vous a été expliqué juste avant. Voilà, ça va être le cas 1A. Soit vous êtes dans votre bâtiment, il y a plusieurs entités fonctionnelles. Ça veut dire que, imaginez un bâtiment où vous avez des services techniques de la mairie, puis vous accueillez, je ne sais pas, je ne pense pas que ça existe, mais vous accueillez une entreprise dans vos locaux. Par exemple, donc dans vos locaux, il va falloir la déclaration de consommation va devoir être partagée entre les différents occupants. Là, on est sur un autre bâtiment, par exemple un bâtiment mixte qui hébergerait du tertiaire, mais qui hébergerait aussi, pourquoi pas, du logement, pourquoi pas un ERP, hein, ça peut arriver aussi. Donc là, vous êtes dans ce cas-là et vous allez devoir faire ça. Ou alors, vous êtes sur le cas d'un site, tel que ça vous a été montré tout à l'heure sur le petit dessin. Vous êtes sur un site qui va avoir plusieurs bâtiments, mais qui, eux, au total, vont arriver à plus de 1000 m² de surface. Donc, je vais rester sur le cas simple, hein, le cas d'un bâtiment seul, mais vous verrez si vous rentrez dans la plateforme que ça ne change pas grand-chose sur le détail des déclarations après. Mais en tout cas, c'est pour définir comment sont vos bâtiments. Donc voilà, on va rester sur ce cas-là. Voilà. Alors là, il va me proposer les bâtiments qu'il connaît. Donc si par exemple, je veux rentrer définir les bâtiments et rentrer les consommations de mon école primaire publique, je vais venir cliquer sur celui-là. Mais si je suis, par exemple, je vais prendre l'exemple de notre salle polyvalente,
notre salle polyvalente, eh ben, elle n'a pas de numéro de SIRET. Elle n'a pas de numéro de SIRET. Donc là, maintenant, c'est une mise à jour assez récente. On peut cliquer sur le petit onglet. Là, l'entité fonctionnelle ne dispose pas de numéro de SIRET. Et ça, je pense que vous allez vraiment être confronté à ce problème-là. Je ne pense pas que tous vos bâtiments aient un SIRET propre pour pouvoir le déclarer sur un numéro précis. Donc voilà, donc je fais comme ça. Là. Voilà, donc j'avance, et je vais devoir définir un occupant qui va être un occupant de ma commune. Vous voyez, en dessous, il y a le propriétaire, commune de Bardouville, et donc je vais devoir définir qui est l'occupant. Donc je définis un occupant, voilà, je lui donne un nom, j'avais préparé salle polyvalente, et là je vais devoir aller chercher mon adresse. Et l'adresse, il va falloir qu'elle soit connue. Et précise. Donc là, je sais, j'ai recherché avant, et c'est des infos que vous pouvez trouver sur Géoportail, hein, les adresses exactes. Je vais rentrer, donc mon adresse, elle est 350, c'est un exemple, hein, rue du Bac à Bardouville. Donc il la connaît, c'est une adresse connue de la base de données, donc il la met là. Elle s'appelle salle polyvalente. Cette adresse-là, elle a été trouvée. Si jamais l'adresse, vous ne la trouvez pas, vous pouvez cocher la case, là, je ne trouve pas mon adresse. Hein, et vous pourrez mettre une adresse comme ça manuelle qui n'est pas dans la base. Mais bon, globalement, la base connaît les adresses, donc il n'y a pas de raison. Voilà, je continue. J'ai défini que mon occupant ici, c'était ma salle polyvalente, tout simplement. Elle appartient à la commune de Bardouville, on est d'accord là-dessus. Et je vais devoir lui juste dire là, à partir de depuis quand je suis propriétaire, la commune est propriétaire de cette salle polyvalente. Donc depuis quand elle existe, depuis quand on l'a construite. Donc, je vais prendre je prends une date un petit peu au hasard, mais vous avez peut-être des dates précises, mais ça n'a pas beaucoup d'importance. En fait, globalement, cette date-là, elle est intéressante si vous en êtes propriétaire que depuis 2020, par exemple. Et là, les choses vont être différentes. Mais si vous en êtes propriétaire depuis avant 2010, peu importe la date, mais voilà. Si vous la connaissez, mettez-la. Voilà. Et j'avance. Et là, le cadre de reporting. Vous allez devoir dire ici quelle est la période de relevé de consommation que vous allez vouloir utiliser. Vous avez le choix. Hein. Bah, par exemple, en général, on va compter du 1er janvier au 31 décembre, voyez. Mais vous pouvez très bien compter du 1er avril au 31 mars. Tout dépend des choses. Si vous avez majoritairement des livraisons de fluides comme du fioul ou du gaz citerne, bah, peut-être que vous allez vouloir mettre vos reportings de consommation d'avril ou de septembre à fin août. Voilà, vous avez le choix de ça. Vous êtes complètement libre de faire comme vous voulez. Globalement, je trouve que le plus logique, c'est de début janvier à fin décembre, mais vous êtes complètement libre de faire comme vous voulez. Voilà, donc là, du 1er janvier. Et là, je passe, ça n'a pas d'importance. Et voilà, là, je vais devoir dire sur quelle parcelle cadastrale est situé mon bâtiment. Alors, la parcelle cadastrale, vous allez sur Géoportail, vous cliquez sur la parcelle, faites un clic droit, adresse et coordonnées, vous avez tout ça. Donc, là, je vais ajouter les coordonnées de ma parcelle hein, que j'ai préparées à l'avance. Vous voyez, elles sont là déjà. Et voilà, ma parcelle, c'est ça. Voilà. Ma dénomination de bâtiment, c'est la salle polyvalente. Et puis, si vous avez un numéro de lot différent, si vous voulez différencier dedans, vous avez ce petit encart là. Pardon. Voilà. J'ai défini que donc dans mon établissement que j'avais là, c'était bien ma salle polyvalente qui était sur le numéro de parcelle là, qui correspondait à ça. Et je vais pouvoir avancer. Voilà, on arrive au bout de la déclaration de mon bâtiment. Voilà. Et il y a toute une synthèse qui est là. C'est la salle polyvalente du 1er janvier au 31 décembre. Les cas qu'on a définis tout à l'heure. Le numéro de sirène et sirette de l'occupant. L'adresse. Voilà. Et appartient à la commune. Voilà. Voilà. Je suis arrivé au bout de ma déclaration de mon EFA. Si je vais vérifier, je clique là-dessus, je recherche ce que j'ai voulu trouver et ça devrait, si ça charge, voilà, me montrer ce qui a été déjà déclaré comme bâtiment. Donc j'ai bien ma mairie que j'avais fait auparavant et puis la salle polyvalente qu'on vient de créer, vous voyez, elle est là.
Donc par la suite, une fois que vous avez fait ça, on va suivre les onglets là-haut et on va aller aux consommations. Donc on va aller déclarer une consommation. Là, vous allez avoir le choix entre plusieurs choses. Comme ça vous a été dit tout à l'heure, vous avez des déclarations à mettre pour l'année 2020, 2021 et 2022. Vous allez aussi devoir avoir une déclaration de consommation à faire sur votre période de référence. Celle qui va vous servir de comparaison, celle que vous allez mettre et celle sur laquelle va se baser toutes vos obligations de réduction 2030, 2040, 2050. Donc celle-là, elle est à choisir avec beaucoup d'attention et que globalement, c'est celle que vous allez identifier comme étant la plus consommatrice des années 2010-2019. Effectivement, plus la base va être haute, plus les économies vont être faciles à réaliser pour vous. Donc, je vais pas rentrer dans ici, mais je vais faire un exemple de 2022, mais ça va être exactement la même chose. En fait, c'est juste qu'on aura à dire quelle année correspond et puis quelles sont les consommations. Donc, par exemple, je vais aller déclarer mes consommations 2022. Voilà, donc j'ai mis 2022. Je vais aller dire ici que je vais déclarer pour ma salle polyvalente. Voilà, j'ai cliqué là-dessus. L'encart, c'est entouré. Et j'enregistre et je passe à l'étape suivante. Là, vous allez devoir déclarer quelle est l'activité que vous y faites. Parce que en fonction des activités qui sont menées, vous n'avez pas les mêmes obligations en valeur relative, comme on vous a expliqué tout à l'heure. Voilà, les seuils ne vont pas être les mêmes si jamais vous respectez les obligations en valeur relative. Vous êtes un hôpital ou vous êtes une mairie, ou vous êtes un commerce, vous vous rendez bien compte que les consommations ne sont pas les mêmes. Les heures d'ouverture non plus. Donc voilà, les objectifs ne sont pas forcément les mêmes. Donc là, je vais aller ajouter une activité. Vous voyez, on a ici les catégories d'activités. Donc vous avez plein de choses. Accueil petite enfance, blanchisserie industrielle. Vous voyez, une blanchisserie industrielle n'aura pas les mêmes consommations normales qu'une mairie. Hein. Ça, c'est logique. Donc on avance du commerce. Culture et spectacle, vous avez un petit peu tout, enseignement primaire, secondaire, enseignement supérieur, hébergement touristique. Alors bon, je ne sais pas si je vais trouver la mienne, mais bon, je vais revenir à quelque chose de plus logique. Imaginons que ce soit de l'accueil petite enfance, allons-y comme ça. Vous avez des sous-catégories ici, accueil petite enfance, administration et bureau, ou alors crèche, ou alors halte garderie. Donc vous avez un petit peu tous les détails, toutes les possibilités sont prises dans ces tableaux-là. Donc vous allez pouvoir regarder un peu tout. Voilà, je vais mettre administration et bureau, peu importe. Et c'est ici que je vais devoir écrire ma surface de plancher. Donc ça, c'est important puisque c'est de là que va sortir un petit peu après le seuil où vous êtes en consommation au mètre carré. Donc cette valeur de mètre carré va être annotée ici. Donc voilà, vous allez devoir connaître précisément vos surfaces de plancher de vos bâtiments. Donc imaginons que cette salle polyvalente elle fasse 1200 mètres carrés. Voilà, j'écris 1200 mètres carrés. Et là, je vais devoir écrire ici qu'est-ce que j'ai comme type d'utilisation. Est-ce que j'ai du chauffage? Alors, il se peut qu'il n'y ait pas de chauffage. Je veux dire, un local technique ne peut pas forcément avoir de chauffage. Il n'a pas forcément non plus de refroidissement. Globalement, on a surtout du chauffage dans notre région. Mais imaginons que j'ai aussi du refroidissement dans cette pièce-là. Je vais cocher chauffage et refroidissement. Après, vous êtes sur des cases à cocher qui correspondent plus à du froid industriel ou à des utilisations peut-être commerciales un petit peu différentes que vous n'allez pas rencontrer, vous, dans vos activités. Donc, voilà, j'avance là. On a bien déclaré dans ce bâtiment-là une activité. Donc là, bon, allez, c'est pas l'activité qui va bien, mais bon, c'est une activité. Accueil petite enfance, la surface, mes dates de début et de fin d'activité. Donc, 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022. Chauffage, refroidissement, voilà, oui, non, et voilà. Donc, je vais quand même aller recliquer ça pour mon accueil petite enfance, et je vais passer à l'étape suivante. Et là, vous arrivez un petit peu dans le cœur de la chose, c'est-à-dire que là, vous avez le tableau où vous allez pouvoir écrire toutes vos consommations en kilowattheure en fonction de l'énergie, vous voyez ici, que vous allez utiliser. Si vous êtes sur un réseau de chaleur, par exemple, et bien, le réseau de chaleur, il est en bas. Réseau de froid, il est en bas aussi. Globalement, vous allez avoir de l'électricité. Donc, imaginons, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, on a consommé 130 000 kWh, c'est beaucoup, mais bon, imaginons 130 000 kWh d'électricité et 15 000 kWh de gaz. Alors, vous remarquerez au bout, là, dans la consommation finale qui est prise, c'est que quand on déclare du gaz,
eh bien, la valeur est minorée puisque ça prend en compte les rendements des chaudières. Puisque ce qui compte en consommation pour le décret tertiaire, c'est la consommation en énergie finale et non la consommation en énergie primaire. Donc voilà, vous avez ça qui est sur votre relevé de consommation gaz. Et voilà, au final, vous serez un petit peu minoré si vous êtes sur du gaz. Si vous êtes sur du bois, imaginons que vous ayez un chauffage en bois granulé, hein, en granulé de bois, et bah, j'en ai consommé, imaginons, parce que là c'est en kilos, j'en ai consommé 1 tonne. Et bien voilà, il y a une conversion en kilowattheure au bout. Donc là, imaginons, on va rester comme ça, et bien j'ai déclaré que j'ai consommé 130 000 kWh d'électricité, 13 500 kWh de gaz naturel et 4 600 kWh de granulés. Ça peut être n'importe quoi d'autre, mais vous voyez, il y a le choix, il y a tout ce qu'il faut. Et donc, ça me fait un total de 123,4 kWh au mètre carré. Voilà, donc ça, c'est mes déclarations que j'ai faites pour l'année 2022. Et vous allez trouver en dessous des petits encarts qui sont faits pour déclarer des consommations de véhicules électriques. Vous voyez, dans votre consommation électrique là-haut, vous ne devez pas mettre ce qui correspond à des recharges de voitures électriques. C'est un peu réfléchi quand même et c'est fait pour ne pas vous pénaliser si vous avez fait le choix d'équiper vos communes de recharge de véhicules électriques qui vont, eux, aller dans le bon sens sur les consommations d'énergie, mais ça va aussi vous défavoriser parce que vous allez augmenter vos consommations. Donc ces consommations-là, elles sont à mettre hors infrastructure de recharge de véhicules électriques. Mais par contre, ces valeurs-là vont être mises ici. Et le nombre de bandes que vous avez. Et vous ne serez pas, sur ces valeurs-là, soumis à un objectif de baisse de consommation. Donc voilà, c'est à mettre à part, et l'objectif de baisse de consommation, il va uniquement être sur ces valeurs-là, qui sont la somme de vos consommations intrinsèques au bâtiment. Donc chaque consommation électrique, son chauffage, son eau chaude, voilà, toutes les valeurs conventionnelles du bâtiment. Donc voilà, je passe à l'étape suivante. Comme on vous a dit tout à l'heure, ces valeurs-là sont pondérées par les variations climatiques. On ne va pas considérer qu'une année très froide, au même titre qu'une année où l'hiver va être très doux. C'est pour ça que ces valeurs-là vont être vraiment pondérées. Donc vous allez devoir ici dire, mais selon votre adresse, ça va se mettre quand même plus ou moins automatiquement. La station météo de référence, là, qui est bon, on va tous être sur Wambos. Voilà, mais si vous seriez dans un autre endroit, ça vous mettrait la station de référence, la station plus proche ici, les zones climatiques, tout ça c'est mis automatiquement. Et voilà, et une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir enregistrer et passer à l'étape suivante. Mais c'est une étape un petit peu automatique. Alors, on n'a pas de chance ici sur l'activité que j'ai mis, il n'y a pas d'éléments de variation du volume de l'activité. Mais à cet endroit-là, vous allez pouvoir trouver, surtout si vous êtes sur de la... On peut le regarder après si vous voulez. Si vous êtes sur de l'activité tertiaire simple d'administration que vous pouvez avoir dans une mairie, par exemple, vous allez pouvoir dire mon bâtiment est occupé à 70%, il est ouvert 3000 heures par an, ou il est ouvert, je ne sais pas, il est occupé que 500 heures par an. Tout ça, ça va venir pondérer vos consommations et venir dire après, voilà, quelle est la consommation que vous allez devoir atteindre. Donc tout ça, c'est intéressant si jamais vous avez des bâtiments qui ne sont pas forcément entièrement occupés. S'ils sont occupés à 100%, vous mettez 100%, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ça va vous permettre de venir pondérer la consommation à l'utilisation réelle de votre bâtiment. Imaginons que vous ayez un bâtiment de bureau de 2000 m², vous n'en utilisez que 200, effectivement, il va peu consommer. Mais il va peu consommer pour un bâtiment de 2000 m², mais il va consommer comme il faut pour les 200 m² d'utiliser. Mais ça, dans votre déclaration, la plateforme ne peut pas le savoir. Donc, c'est important de venir dire quel est globalement, à quel taux vous utilisez le bâtiment et combien de temps vous utilisez le bâtiment. Ce n'est pas pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, un hôpital, il va fonctionner 24 heures sur 24, donc ça veut dire, je n'ai pas compté le nombre d'heures que fait toute l'année 24 heures sur 24, mais c'est beaucoup plus qu'un bâtiment tertiaire administratif qui va être utilisé 8 ou 10 heures par jour et 90% du temps dans l'année. Donc ce n'est pas la même chose. Donc là, c'est une étape assez importante. Voilà, et si vous arrivez au bout, vous avez une synthèse. Vous avez une synthèse de vos déclarations. Vous êtes bien sur la salle polyvalente qui est à cette adresse-là.
qui fait de l'accueil petite enfance, hein, donc sur ce que j'ai dit là, 1200 mètres carrés, tac, tac, tac. Les consommations que j'ai ici, voilà, la zone climatique, et voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, j'enregistre et je termine. Donc, la déclaration a été enregistrée, mais vous allez voir qu'elle n'est pas encore entièrement validée. Une fois que vous avez fait ça, et que vous êtes sûr de vous, que vous n'y reviendrez pas, et que vous êtes absolument, voilà, tout a été validé, et vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur et que tout est bien définitif, vous allez aller rechercher les déclarations que vous avez déjà faites, comme tout à l'heure. Donc, vous allez dans l'onglet Consommation, Recherche de déclaration de consommation. Vous appliquez en bas. Ça charge doucement. Voilà, donc on a vu que dans mon année 2022, j'ai bien déclaré ma salle polyvalente. Donc normalement, en dessous de ça, vous devez avoir 2021, 2020 et année de référence, hein. Tout ça, c'est la même chose à faire, tout ça. Et là, vous voyez qu'elle est prête à valider. Une fois qu'elle est prête à valider, je ne vais pas le faire parce que c'est une déclaration un peu fictive sur un bâtiment qui n'a pas cette taille-là, donc je ne vais pas le faire, mais vous pouvez ici, là-haut, cliquer là et cliquer sur le petit bouton valider. Et une fois que vous avez fait ça, bon, c'est définitif, mais vous pouvez revenir à dévalider quand même à côté, hein. Mais globalement, ça veut dire que les consommations sont remontées et envoyées au service de l'État compétent pour venir les regarder. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait ça, votre déclaration est complètement terminée. Donc voilà, là je vous ai fait en direct une déclaration un peu rapide, mais globalement on a vu toutes les étapes d'un bâtiment bien précis. Si vous en avez, voilà, ce que je veux dire, c'est que si vous avez beaucoup de bâtiments, vous allez devoir faire sur tous vos bâtiments toute cette étape-là, un par un. Votre année de référence et vos 3 années de consommation. Si vraiment vous avez beaucoup de bâtiments, vous pouvez les télécharger sur la plateforme à partir d'un fichier CSV que vous allez pouvoir trouver dans l'onglet ressources ici. Dans l'onglet ressources, alors ils sont dedans, il y a beaucoup de choses. Voilà, import CSV, vous avez tous les modèles ici. Donc il y a l'import CSV pour les consommations, il y a l'import CSV pour toutes vos entités fonctionnelles assujetties. Et puis il y a même un outil d'import CSV pour tous vos utilisateurs. Donc voilà, donc c'est vraiment si vous avez, il y a des grosses communes parmi nous, donc si vous avez 100 ou 150 bâtiments ou même 50 bâtiments à remplir, ça peut être intéressant de remplir uniquement un fichier CSV et de les importer après. Alors vous allez voir, hein, je peux peut-être vous en ouvrir un, mais ce sont des fichiers CSV qui ont une forme bien précise. Il va falloir respecter chaque... c'est un peu petit. Voilà. Bon, voilà, ça c'est un exemple, mais voilà, selon les... Là, on est déclaration de consommation, donc vous voyez, on a les catégories, sous-catégories, le code de définition, l'activité qu'on a définie tout à l'heure, chauffage, refroidissement, tout ce qu'on a défini tout à l'heure, hein. Donc voilà, avec l'indicateur d'intensité d'usage. Excusez-moi. Donc voilà, tout ça, c'est intéressant. Vous avez plusieurs onglets en bas qui définissent tout. Donc si vous avez beaucoup de bâtiments, ça peut être très intéressant de venir le faire avec ce fichier-là et de venir après l'importer dans la base. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, est-ce qu'on a des questions dans l'assistance sur le décret tertiaire? Si vous souhaitez poser des questions, je vous invite à réactiver votre micro. Je crois qu'on a une main levée, Madame Sauvage. Oui, Ah. oui. Madame Sauvage, si vous pouvez réactiver votre micro, pour le moment, on ne vous entend pas. Oui, bonjour Mathilde Sauvage, collectivité mairie de Mont-Saint-Aignan. Juste dans le cadre de l'utilisation de la base informatique, on est d'accord que si jamais il y a une variation de bâtiment dans l'inventaire de la collectivité, l'application permettra de renseigner les sorties de bâtiments de l'inventaire, puisque c'est une application qui ne va pas suivre uniquement maintenant les consommations. Ça va les suivre aussi dans les années à venir. On va les renseigner les consommations pour vérifier qu'on atteint nos objectifs. Si jamais on vend un bâtiment, ce bâtiment, on pourra le sortir de la base.
Bien sûr, tout à fait. Vous pourrez le sortir de la base, vous pourrez arrêter de faire ces déclarations et définir dans la structure ou dans le FA qu'on a vu juste avant, là, définir que soit ce bâtiment-là, vous l'avez désaffecté, vous l'avez encore, mais il est désaffecté, soit vous l'avez vendu, soit il a été démoli, ou soit voilà. C'est tout à fait, vous n'êtes pas, vous n'avez pas à continuer une déclaration d'un bâtiment que vous n'avez plus en possession, quoi. Donc ça, il n'y a pas de souci, dans la base permet ça. Et s'il n'y a pas d'autres questions, du coup, j'en place une petite deuxième. Comment vont nous être formulés les objectifs? On va avoir un rappel des objectifs bâtiment par bâtiment. Comment ça va être formulé? Alors là, pour l'instant, comme on disait tout à l'heure, on est encore un peu en attente des derniers arrêtés valeur absolue, mais je sais qu'ils sont en dernière lecture au ministère, donc ils devraient vraiment sortir très rapidement maintenant. Ils ont beaucoup de retard, mais ils devraient sortir rapidement. Et une fois ces valeurs-là faites, et une fois que vous aurez, déclaré au moins vos premières consommations et au moins vos années de référence, vous allez recevoir des notifications en disant bah, ce bâtiment-là, il consomme actuellement ça, bah, vos objectifs en 2030, votre premier objectif en 2030, c'est ça. Et par contre, pour les objectifs suivants, eh ben, ce sont les objectifs que vous recevrez bah, au début de la décennie. Vous recevrez au début décennie 30 et début décennie 40, vous recevrez les objectifs pour la fin de la décennie. Puisque les arrêtés de valeur absolue ne seront pas forcément, ne seront pas les mêmes, et ils vont évoluer avec le temps. Mais en tout cas, vous recevrez ça, mais vous pouvez calculer, vous, directement, en fonction de ce que vous avez déclaré, que vous allez devoir baisser de 40%, 50%, 60%, en fonction des différents seuils, des différentes années de référence. Sauf si vous avez un bâtiment très récent ou déjà très performant, très peu consommateur. Là, vous allez pouvoir effectivement vous baser sur les valeurs absolues maximum, sur les seuils maximum à ne pas dépasser. Et là, effectivement, c'est au début de chaque décennie que ça va être défini. Merci. On avait une question Oui. de Paul. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour. Alors, Monsieur Paul de la mairie de Côte-Bec-les-Elbeuf, en fait, ma question porte sur les surfaces. Vous avez parlé de la surface à déclarer, de surface de plancher, mais qu'en est-il des surfaces non chauffées d'un bâtiment? Par exemple, on peut avoir une salle d'archivage qui ne soit pas chauffée. Alors, est-ce qu'il faudra déduire? La notion de surface de plancher est très bien définie dans la nomenclature. La surface de plancher, c'est la surface intérieure de vos murs à des hauteurs supérieures à 1,80 m. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune notion de chauffage ou de refroidissement dans cette notion de surface de plancher. C'est-à-dire que si je prends l'exemple d'une maison, par exemple, eh ben, son sous-sol, s'il a plus d'1,80 m de haut, compte dans la surface de plancher. Son comble aménageable ou aménagé, dans les hauteurs, à plus d'1,80 m de hauteur, compte dans les surfaces de plancher. Voilà, cette notion-là est définie par la loi. Hein, la surface de plancher, c'est ça. Ce n'est pas restrictif aux surfaces chauffées. Donc, effectivement, dans vos bâtiments, compte aussi toutes les surfaces un peu techniques qui sont à côté. Si vous avez une chaufferie, elle compte. Si vous avez des combles aménageables ou des greniers accessibles, ça compte. Voilà, il n'y a pas du tout cette notion de chauffage dans la notion de surface de plancher. D'accord. Donc, si je prends un exemple d'un bâtiment technique, un bâtiment de service technique qui va avoir peut-être juste un bureau chauffé et puis 2000 m² de hangar non chauffé, eh bien, cette surface-là compte. Alors, vous aurez une petite consommation pour cette surface, donc tant mieux. Mais vous l'occupez à 100%, mais il n'y a qu'une petite surface chauffée. Donc, en fait, l'obligation ne porte pas sur la surface, mais plutôt sur la consommation. OK. Elle porte sur la consommation rapportée à une surface. Mais il y a pas, dans ces obligations de réduction, il n'y a pas que le chauffage. Vous avez l'obligation de réduction aussi de la consommation de vos systèmes, de votre informatique, de votre, vous voyez, et si c'est un local technique, eh bien, ça va peut-être être aussi des outils qui sont utilisés dedans. Donc, en fait, voilà, la consommation d'énergie doit baisser, mais sur tous ces critères. OK. Merci. Et on avait une question de monsieur ou madame Rigné. Oui, bonjour madame Rigné, vous m'entendez?
Oui. Oui. Petite question concernant les aléas des bâtiments quand ils subissent un sinistre, par exemple un incendie avec la consommation, il y aura un trou sur le suivi des années. Comment on intègre ça? Ah, là, vous me posez une colle. Vous me posez une colle. Non, bah, je suppose que l'année où il n'est pas utilisé, vous allez pouvoir le déclarer comme désaffecté. Écoutez, voilà, je pense qu'on va, dans les faits, il n'aura pas de consommation et vous n'aurez pas de consommation à déclarer. Alors, comment on l'intègre? J'en sais rien. Mais voilà, vous me posez une colle. Je peux peut-être essayer de me renseigner, de chercher, de faire quelques recherches et vous répondre par la suite. Mais je suppose que ça va être considéré, le bâtiment, comme, je ne sais pas si on peut déclarer en travaux ou en réhabilitation. Il doit y avoir un cas comme ça, hein, à minima, comme bâtiment désaffecté pour l'année, quoi. Je pense qu'on doit pouvoir faire ça. Mais en tout cas, effectivement, si un bâtiment a subi un sinistre, on va pas vous demander de déclarer les consommations cette année-là, quoi. Ça, c'est certain. Alors, ça peut être un sinistre temporaire, pas forcément à l'année, quoi. Non, mais effectivement, s'il a été utilisé qu'une partie de l'année, soit vous allez dire que ces consommations correspondent à cette partie de l'année. Je ne sais pas trop quoi vous répondre, j'ai peur de vous dire une bêtise, mais bon, voilà, vous n'aurez pas à déclarer cette année-là, quoi, à minima, je pense. C'est ça, ou il y aura peut-être un ajustement à Il y aura faire peut-être un sur ajustement. les indicateurs d'intensité d'usage. Sûrement, certainement, voilà, tout à fait, vous avez raison. Certainement, sur les indicateurs d'intensité d'usage, vous allez sûrement mettre, imaginons que votre bâtiment ne soit utilisé que 6 mois dans l'année. 6 mois dans l'année, vous allez estimer combien d'heures d'ouverture il a eu, puis ça va être dans les indicateurs d'intensité d'usage qu'on avait tout à l'heure dans nos déclarations de consommation. Oui, je pense que vous avez raison, ça va être sûrement être là-dedans. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on a déjà fait le tour? Bon, eh bien, pas d'autres questions a priori. Dans ce cas, je vous propose qu'on passe à la suite, à savoir donc un décryptage du décret BAX, donc présenté par Matteo Giannini, Benoît Potier et moi-même. Matteo, je te passe la parole. Merci. Oui, donc alors, comme vous le savez, peut-être ou non, un nouveau décret est apparu qui se nomme le décret BAX. Alors en anglais, c'est le Building Automation and Control System, ou en français, système d'automatisation et de contrôle des bâtiments. Alors donc concrètement, c'est un décret qui a été fait en relation avec le décret tertiaire. Son principe, c'est la mise en œuvre de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments tertiaires, qu'ils soient marchands ou non, ainsi que de systèmes de régulation automatique pour la chaleur. Et en fait, il y a quelques petites contraintes, entre guillemets, qu'il faut avoir. C'est qu'on a notamment deux décrets qui sont apparus, donc le 20 juillet 2020 et le 7 avril 2023, avec des seuils de puissance nominale. Alors, je m'explique. Prenons un exemple d'un bâtiment. Voilà, vous possédez un bâtiment qui possède donc une chaudière avec un système de ventilation et ou de climatisation. En fait, il va falloir que vous repériez les puissances nominales de chacun de ces systèmes, d'en faire la somme et de voir à combien vous vous situez. Donc, si je prends l'exemple du bâtiment que j'ai dit et que vous possédez donc une puissance supérieure à 290 kW, il faut savoir que du coup, au 1er janvier 2025, tous les systèmes donc, de chauffage et ou de climatisation dont la puissance est supérieure à ce que je viens de vous dire, vous serez donc obligé de mettre en place cette réglementation-là, donc du décret BAX. De même, pour le 1er janvier 2027, tous les systèmes de chauffage et ou de climatisation dont la puissance nominale est supérieure à 70 kW devront aussi subir la mise en place de ce décret tertiaire, de ce décret BAX, excusez-moi. Donc, la mise en œuvre de systèmes d'automatisation et de contrôle des bâtiments constitue en fait une première étape indispensable donc à l'atteinte des objectifs. Et donc pour ça, voilà, comme vous pouvez le voir à votre droite, il y a un petit schéma donc, qui représente en haut notamment les trois principaux usages qui sont à respecter pour savoir si vous êtes dans la bonne tranche des puissances nominales ou pas ou non. Mais par contre, ça n'empêche que vous pouvez ajouter en plus des systèmes de suivi sur notamment de l'éclairage,
tout ce qui va toucher à la sécurité du bâtiment ou même de la production photovoltaïque ou autre. Il n'y a pas de restriction là-dessus. Voilà. Dans la slide suivante, on va voir en fait un petit peu les 3 points qui caractérisent donc ce système-là qu'on appelle GTB, GTC. Donc ça se divise en 3 points. Alors, je vais les expliquer au fur et à mesure. Vous avez notamment la première étape où quand vous allez avoir votre bâtiment, vous allez installer en fait des équipements qui vont vous permettre de suivre, d'enregistrer, donc d'analyser différentes valeurs en continu, notamment sur des consommations énergétiques. Donc, ça peut toucher les usages comme le chauffage, l'éclairage, l'eau chaude sanitaire, voire même de la ventilation, peu importe, et par pas de temps horaire. Donc, qu'est-ce que ça permet? Ça permet notamment de vérifier en fait le bon fonctionnement de vos installations, de gagner en rapidité d'intervention s'il y a des difficultés, et c'est tout bonnement en fait une analyse plus fine en fait de votre patrimoine bâtimentaire. Dans un second temps, il y a aussi tout ce qui va être l'ajustement des systèmes techniques en fonction de l'analyse et des besoins qui sont nécessaires. Et puis par la suite, donc de détecter et d'alerter les responsables d'exploitation s'il y a des potentiels dérives de consommation afin d'éviter, comme je l'ai dit tout à l'heure, des surconsommations ou bien des coûts de maintenance qui seraient supplémentaires. Pour exemple, je vais prendre un ballon d'eau chaude sanitaire, un petit ballon électrique. Imaginons que voilà, on installe des capteurs de suivi. Donc on va suivre, enregistrer et analyser donc ces consommations pour qu'ils puissent faire le réchauffage de son eau chaude. Et en fait, de base, on s'aperçoit que ce ballon-là, en fait, il fonctionne aussi en heure pleine. Alors que nous, notre but, c'était qu'il fonctionne en heure creuse. Donc, on voit cette anomalie. Ce qu'on va faire, c'est que par la suite, on va ajuster pour régler ce problème-là, donc pour qu'il fonctionne que pendant des plages d'heure creuse, afin d'avoir un prix d'électricité moins cher. Et puis, par la suite, puisqu'on va connaître en fait un peu son fonctionnement, on va mettre des seuils dans le sens où on va dire, voilà, je veux que mon ballon, il chauffe de telle heure à telle heure. Et si ce n'est pas le cas, je reçois une alerte, je détecte le problème et comme ça, je peux intervenir dans les plus brefs délais. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est extrêmement important de mettre en place ce genre de système pour être réactif et donc limiter vos consommations énergétiques. Et comme vous pouvez le voir ci-dessous, sur le petit schéma, c'est un petit peu le récap, c'est équiper vos bâtiments en système de suivi. Vous suivez et analysez vos données pour en déterminer les leviers d'optimisation pour ensuite réduire vos consommations. Voilà, je vous remercie. Benoît, je te passe la parole, il faut que tu réactives ton micro. Excusez-moi, oui, donc là, en fait, on va parler de la classification des systèmes des GTB. GTB, c'est la gestion technique du bâtiment, associée à l'ensemble des systèmes techniques du bâtiment. Et il y a aussi ce qu'on appelle la GTC, mais là, c'est une gestion technique associée à un système spécifique. Bon. Donc, la classification des systèmes GTB, elle est classifiée, enfin, elle est expliquée dans la norme NF EN ISO 52120, qui date de mars 2022, et qui classe les GTB selon leur fonctionnalité. Donc, on a de la classe D la moins performante à la classe A la plus performante. En fait, pour classifier les systèmes de GTB, il y a 2 méthodes dans la norme. Il y a une méthode détaillée qui détermine la classe en fonction de l'ensemble des fonctions du système de régulation, mais ça impose de connaître précisément toutes les fonctions des systèmes de contrôle et régulation, soit qui soient existants, soit que vous voulez mettre en place. Et il y a une autre méthode, c'est la méthode qui est basée donc sur les facteurs de consommation énergétique corrélés à une classification spécifique du bâtiment. En clair, la norme a mis des facteurs de consommation type d'un bâtiment référentiel, et en fonction des valeurs de la GTB que vous avez ou que vous voulez installer, vous pouvez la classer selon les différentes classes. Donc, si on prend les différents classements en partant du bas, la classe D, c'est vraiment une GTB qui est en place, mais enfin, GTB ou un système de contrôle, mais qui est inefficace sur le plan énergétique et qui nécessite une amélioration. La classe C, c'est la GTB standard, donc, qui est référencée dans la norme. La classe B, c'est la classe C
avec en plus des fonctions avancées sur certaines fonctions et qui prend en compte un compromis entre l'investissement du système et les gains attendus au niveau des coûts énergétiques. Et la classe A, c'est donc les mêmes performances que la classe B et C, avec en plus une performance énergétique élevée sur les appareils. Donc, en fait, plus votre système est performant au niveau des fonctionnalités et important en termes d'investissement, plus la classe est élevée. Voilà. Alors, on voulait vous faire une petite précision sur les échéances. Alors, je vous assure, on a essayé de vous simplifier la lecture du décret BACS. Donc, on va prendre le premier cas. Si vous avez donc des systèmes de chauffage ou de climatisation dont la puissance nominale est supérieure à 290 kW, vous avez donc deux cas. Soit le bâtiment est neuf, donc un permis de construire qui est postérieur au 21 juillet 2021. Dans ce cas, vous êtes dans l'obligation de mettre en place un système d'automatisation pour l'ensemble des systèmes techniques si le temps de retour sur investissement est inférieur à 10 ans. Il y a une exemption possible si vous pouvez produire une étude justifiant d'un temps de retour sur investissement supérieur à 10 ans. Pour les bâtiments existants, donc le cas clairement le plus nombreux, vous avez obligation de mettre en place un système d'automatisation pour l'ensemble des systèmes techniques pour lesquels le temps de retour sur investissement calculé déduction faite des aides financières publiques est inférieur à 10 ans. Il y a une exemption possible pour les études qui justifient si une étude peut justifier d'un temps de retour sur investissement supérieur à 10 ans. Et donc, si vous êtes dans le cas d'un bâtiment existant, donc avec un temps de retour sur investissement inférieur à 10 ans, la mise en place doit être faite au plus tard le 1er janvier 2025 pour les cas où la puissance nominale est supérieure à 290 kW. Donc effectivement, 1er janvier 2025, c'est une échéance extrêmement proche. On va passer au cas numéro 2, c'est-à-dire que les cas des systèmes de chauffage ou de climatisation dont la puissance nominale est supérieure à 70 kW, mais inférieure à 290 kW. Donc, on retrouve le même type de schéma, à savoir donc pour les bâtiments neufs, donc cette fois-ci, ce seront les permis de construire déposés à une date postérieure au 8 avril 2024. Vous avez une obligation de mise en place d'un système d'automatisation pour l'ensemble des systèmes techniques si le temps de retour sur investissement est inférieur à 10 ans. S'il est supérieur à 10 ans, il y a une exemption possible. Même chose, encore une fois, si vous pouvez bénéficier d'une étude qui justifie un temps de retour sur investissement supérieur à 10 ans. Pour le cas des bâtiments existants, si le temps de retour sur investissement est inférieur à 10 ans, vous avez obligation de mettre en place un système d'automatisation et de contrôle pour l'ensemble des systèmes techniques pour lesquels le temps de retour sur investissement, déduction faite des aides financières publiques, est inférieur à 10 ans. Dans le cas de l'obligation, elle s'applique soit lors du renouvellement du système de chauffage ou de climatisation, ou au plus tard le 1er janvier 2027. Vous avez quand même possibilité d'une exemption si vous pouvez justifier d'une étude prouvant un temps de retour sur investissement supérieur à 10 ans. Donc, les deux grandes échéances à avoir en tête, puissance nominale supérieure à 290 kW, échéance au 1er janvier 2025, puissance nominale comprise entre 70 et 290 kW, échéance janvier 2027. Hors exemption possible.
En fait, pour dédramatiser un peu le sujet, on a fait un petit exemple sur un bâtiment typique qu'on retrouve souvent dans toutes les communes d'une école. Donc là, on est parti sur un bâtiment des types écoles standards, donc avec un système de chauffage, de l'éclairage et un peu de ventilation. Donc là, typiquement, sur l'exemple fictif, on a pour le chauffage, donc une chaudière gaz de 75 kW. Donc là, comme on dépasse les 70 kg, on est sous la BAX. Cette chaudière est équipée d'un régulateur avec une voie d'eau, un régulateur type Siemens RDL 480. On a 2 circuits de distribution avec des circulateurs et un ensemble de radiateurs pour diffuser la chaleur. Sur la partie éclairage, on a des dalles type LED en faux plafond dans les classes et puis des downlights dans les circulations. Et puis sur la partie ventilation, on a une VMC simple flux avec des entrées d'air sur les ouvrants et l'extraction dans les pièces humides. Vraiment un cas très classique, j'ai envie de dire un cas d'école. Donc là, pour la partie chauffage, donc à minima, les informations pour lesquelles les informations qu'il faut intégrer dans le système de GTB sont les informations avec un astérix. En fait, c'est pour mesurer à minima des flux rentrants énergétiques dans le bâtiment. Donc là, on intègre donc le compteur gaz avec le kilowattheure gaz. On peut également, pour la partie chauffage, intégrer le compteur d'appoint d'eau, ce qui permettra de vérifier que votre chaudière n'a pas trop de fuite sur le réseau. On pourra également intégrer l'information qui vous donne la température extérieure, les informations de température d'eau chaude produite par la chaudière, donc aller et retour. Et on pourrait aussi intégrer les capteurs de température de chaque classe. Aujourd'hui, il existe des capteurs sans fil avec des technologies de communication qui sont appelées LoRa, donc des fonctions, enfin un fonctionnement type radio. Et donc, le fait de pouvoir intégrer et visualiser la température de chaque classe permettra de vérifier le bon fonctionnement ou pas, ou les dysfonctionnements de chauffage dans chaque pièce. On pourra également intégrer dans le système, toujours sur la fonction chauffage, les informations de marche ou de défaut, par exemple de la chaudière, des systèmes en eau. On pourra également reporter les dysfonctionnements liés au régulateur ou au circulateur. Ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, sur les installations existantes, il y a certaines données que vous avez déjà. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de remettre des capteurs en plus. Je pense notamment sur la partie comptage gaz, si vous avez un compteur Gaspard, vous avez une sortie tout ou rien. Donc l'information des kilowattheures, vous l'avez existante et vous n'avez pas besoin de rajouter un capteur supplémentaire. Sur la partie compteur d'eau, vous pouvez rajouter un type compteur d'eau classique avec une sortie impulsionnelle. Pour l'exemple dont je parle, j'ai parlé du régulateur Siemens qui gère la partie régulation de chauffage de la chaudière en fonction de la température extérieure avec la voie d'eau. Sur ce type de régulateur, vous avez à disposition dedans le report de la température extérieure et la température chauffage aller-retour. Donc là encore, ces informations-là, elles sont existantes et il n'y a pas nécessairement besoin de rajouter des capteurs. J'ai parlé aussi des températures de chaque classe. Donc là, par contre, si vous n'avez pas de capteur température, il faudra les rajouter. Si on va aussi sur la partie alarme, état de fonctionnement, si vous avez une chaudière qui est relativement récente, moins de 5 ans, moins de 10 ans même, bien souvent maintenant sur les chaudières, on a des connexions Modbus. En fait, c'est un protocole d'échange qui permet d'aller chercher des informations dans la chaudière. Et donc, si vous avez une chaudière de ce type-là, avec un équipement qui convertit, qui va chercher les informations sur le Modbus, vous avez déjà également, par exemple, l'état de marche de la chaudière, le nombre d'eau, les températures d'entrée et de sortie d'eau, de chauffage, etc. Et puis, souvent sur les circulateurs, enfin les pompes de circulation, vous pouvez rajouter un contact auxiliaire sur le contacteur qui fait fonctionner la pompe pour récupérer l'information de marche ou de défaut.
Sur la partie électricité, donc là, pour mesurer l'usage énergétique de la fonction éclairage, il faut dans le système intégrer les données du compteur électrique général du bâtiment et puis ajouter un sous-comptage sur la partie éclairage. Vous pouvez aussi, pour l'usage de la ventilation, ajouter un sous-comptage sur la partie ventilation et un sous-comptage sur l'eau chaude sanitaire. Ce qui vous permettra, en décomptant du compteur général l'éclairage, la ventilation et l'eau chaude sanitaire, de définir les autres usages, si vous voulez répartir sous forme de camembert la répartition des consos. On peut également, avec les capteurs de CO2, installer de la même façon que les températures, le taux de CO2 de chaque classe, pour avoir une information de fonctionnement correct ou pas de la ventilation. Puisque si la ventilation n'est pas bonne, vous verrez rapidement que le taux de CO2 de la classe augmente et du coup, ça permettra de mettre en œuvre des actions pour corriger ce dysfonctionnement-là. Sachant que bien souvent, les capteurs type LoRa qu'on peut voir un peu sur le marché, les capteurs de température sont en général des capteurs qui font à la fois température et mesure de CO2. Donc avec un capteur, vous avez deux informations. Et là encore, sur la partie marche-défaut ou état de marche ou défaut de la partie chauffage et éclairage et ventilation, on pourra également ramener l'information de marche ou de défaut de la VMC et du ballon d'eau chaude sanitaire. Et puis, on pourra également, dans la GTB, intégrer l'information de la consommation d'eau, puisque pour l'eau chaude sanitaire, puisque l'eau chaude sanitaire utilise de l'énergie, donc c'est un paramètre important. En fait, l'état d'esprit de l'ensemble de ces informations, c'est plus un outil qui vous permet d'affiner en fait votre analyse des consos de façon à être plus performant sur la mise en œuvre du décret tertiaire, puisque vous aurez plus d'informations pour savoir où est-ce qu'il faut aller faire des actions, soit de correction au niveau de la régulation existante, soit corriger le bâti s'il y a besoin d'isoler ou pas telle ou telle partie du bâtiment, soit également, et bien souvent, faire des actions pour modifier les comportements de façon à ce que l'utilisation de l'énergie soit plus rationnelle. Si on regarde le slide suivant, on peut imaginer que sur la GTB, on puisse avoir une vision. Donc là, j'ai fait plusieurs exemples. J'ai pris une école avec un plan. Donc là, on voit les 4 salles de classe sur lesquelles on va renseigner en dynamique la température et le taux de CO2. Par exemple, sur les capteurs de température, on peut voir qu'on a des fonctionnements, des températures d'usage des pièces qui sont conformes aux consignes de chauffage du bâtiment, sauf sur la pièce de gauche où on voit qu'on a une température élevée. Donc, ça permet de détecter un problème de fonctionnement, donc une surchauffe du local. Donc, bien souvent, soit on a un problème d'apport thermique solaire trop important, soit on a un professeur qui est très froid et qui ramène son radiateur électrique. Et dans quel cas, voilà, il y a une petite correction à faire pour éviter d'user de l'énergie électrique en plus de l'énergie prévue pour le chauffage. De la même manière, sur la mesure du taux de CO2, on peut voir que sur la deuxième classe, en partant de la gauche, on a une anomalie puisqu'on dépasse les seuils de 2000 ppm. Donc là, ça permettra aussi d'alerter ou l'exploitant ou la personne en charge de suivi de la maintenance de vérifier qu'il y a un problème là pour le coup de ventilation sur cette pièce-là. Un autre exemple sur le petit schéma qui est en haut à droite. Donc là, on a symbolisé la chaudière sur laquelle on peut, par exemple, avec les informations dont on a parlé précédemment, qui seraient rentrées dans la GTB, on peut voir que la température, on peut voir l'état de la température extérieure. On peut afficher la température de consigne de chauffage de la chaudière. On peut voir les différentes températures aller-retour des circuits de chauffage, qui permet de détecter en mettant des seuils d'alerte sur ces valeurs-là
des anomalies. Par exemple, je prends un truc bête, sur la température de départ de chauffage, si on descend en dessous de 70, on peut mettre une alerte à 65 degrés. Et donc, ça veut dire que la chaudière, elle ne chauffe pas correctement. Donc, il y a peut-être un problème de circulateur, peut-être un problème de réglage sur le brûleur. Enfin, ça permet d'anticiper les surconsommations ou les dysfonctionnements des fonctions de la GTF, enfin, des fonctions du bâtiment qui utilisent de l'énergie. Et puis sur le petit schéma tout en bas à droite, le petit écran, on peut aussi, avec les informations dont on a parlé tout à l'heure, visualiser l'ensemble des histogrammes de vos consommations en dynamique en temps réel, ce qui permet de vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie par rapport au fonctionnement, je dirais, horodaté des différentes fonctions soit le chauffage, la ventilation ou l'éclairage. Et du coup, ça permet aussi de vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie par rapport à la régulation ou à l'utilisation. Et là encore, là-dessus, vous pouvez mettre des seuils qui vous permettront éventuellement d'alerter et de ne pas attendre la fin du mois ou la fin des 2 mois, de voir sur la facture que vous avez un dysfonctionnement et donc un coût supplémentaire. Voilà un peu. Donc l'idée en fait de la GTB, hein, pour résumer, c'est d'avoir un tableau de bord qui ne soit pas une contrainte, mais plus un outil de travail pour mieux performer les objectifs du décret tertiaire. C'est-à-dire que plus vous aurez d'informations détaillées sur l'ensemble des usages qui utilisent de l'énergie, plus vous aurez la capacité d'être proactif et de pouvoir anticiper les problèmes et du coup de les corriger plus rapidement. Ça vous permettra aussi, si vous le souhaitez, si vous avez plusieurs bâtiments ou plusieurs typologies de bâtiments identiques, de comparer et éventuellement de voir pourquoi il y a des dysfonctionnements ou des écarts de consommation. Et puis, ça vous permettra aussi de communiquer aux usagers les efforts que eux pourraient éventuellement faire également dans l'utilisation de l'outil, bâtiment et des énergies, pour valoriser les efforts qui seront mis en place. Voilà. On va vous proposer un petit temps d'échange si vous avez des questions sur ce sujet. Oui, monsieur Paul. Oui, en fait, quand on s'aperçoit des objectifs à atteindre par rapport à ce nouveau décret BAC, en fait, la question qu'on se pose, c'est le financement, c'est le coût que représente la mise en place de toutes ces actions pour une collectivité. Est-ce qu'il est prévu des aides pour aider les collectivités à faire face à ces dépenses qui sont quasiment obligatoires? Alors, a priori, non, il n'y a pas d'aide prévue sur la partie financement des GTB, GTC, mais là, en fait, on est sur les actions d'économie d'énergie qui sont les plus rentables, c'est-à-dire mettre en place une GTB sur un bâtiment, ce n'est pas une action qui est très onéreuse et ça dégage des économies d'énergie très importantes. C'est-à-dire, on parle minimum de 15% d'économie d'énergie. On peut monter à 30%, voire un peu au-delà. Donc, par rapport à de la rénovation énergétique, c'est beaucoup plus rentable. Peut-être pour compléter, il y a l'axe rénovation énergétique du fonds vert qui permet de subventionner certaines opérations, mais il faut au moins faire 33% de gains en énergie finale. Donc, les actions de régulation doivent être couplées avec d'autres actions de rénovation. Et vous avez toujours des certificats d'économie d'énergie qui fonctionnent sur certaines opérations. Après, la question, c'est vraiment de cartographier les bâtiments énergivores ou les bâtiments à un gros potentiel d'amélioration et d'avoir une démarche d'ensemble avec des priorités, en fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le sujet? S'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on passe à la conclusion. Jean-Christophe, je te laisse la main pour la conclusion. Oui, merci, Maud, si tu peux mettre la slide. Donc, on a vu que les dispositifs de GTB de régulation ont un certain nombre de bénéfices pour pouvoir notamment atteindre les objectifs des décrets tertiaires, améliorer le confort. Et en fait, il faut vraiment les penser dans une logique de maîtrise des consommations, de maîtrise des budgets énergie, maintenance et exploitation.
Et donc, dans le cas de figure où vous avez des contrats d'exploitation, il faut aussi de regarder comment cela peut être intégré dans le cadre de ces marchés. Et si ce n'est pas le cas, vous avez quand même beaucoup d'équipements où il y a de l'information disponible. Donc, c'est de regarder de manière, je dirais, ciblée comment on peut le faire et derrière, quels indicateurs on va ressortir. Parce que derrière, il faudra analyser ces informations. Donc, il s'agit de cibler vraiment les indicateurs pertinents les plus adaptés à chaque bâtiment. Le chauffage, c'est un gros sujet, mais il y a aussi des consommations d'électricité. Et la logique est vraiment d'optimiser les consommations à la durée. Donc, on voit quand même qu'on arrive à faire une partie du chemin du décret tertiaire avec des outils qui ont un temps de retour sur investissement plus faible que lorsqu'on fait uniquement de la rénovation de bâtiments. Alors, quand on peut coupler les deux, c'est l'idéal. Mais néanmoins, voilà, là, il y a un levier. Donc, n'hésitez pas à solliciter les équipes d'Alterne et d'Énergie Métropole pour vous aider à définir vos besoins, parce que c'est la première étape, de cartographier les besoins et de regarder derrière comment adresser le sujet. On peut vous fournir des cahiers des charges types, on peut vous aider à structurer les projets. On est vraiment sur des dispositifs qui vont permettre de maîtriser et de piloter la sobriété énergétique dans le temps et de maîtriser l'efficacité énergétique. Donc, il y a vraiment un effet levier intéressant. Certes, on a des échéances dans le temps, mais il faut penser les choses sur le temps moyen, de manière à avoir des effets directs sur les factures énergétiques. Voilà, je remercie les équipes de leur travail sur la préparation de ces ateliers, parce que décrypter les décrets n'est jamais évident. Je remercie aussi le CEREMA pour son intervention. On continue à vous accompagner. N'hésitez vraiment pas à nous solliciter. S'il y a quelques questions là, on est prêt à les prendre aussi. Voilà, pas de questions, tout le monde a compris. On a dû être très clair. En tout cas, n'hésitez pas à nous ressolliciter, il y a aucun souci pour qu'on regarde avec vous au cas par cas, suivant la taille, la stratégie et vos problématiques qui peuvent être différentes d'une commune à une autre. Eh bien, merci à tous. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de clôturer ici ce 4e atelier maîtrise de l'énergie. Et puis, au plaisir d'échanger de nouveau avec vous en rendez-vous en commune ou sur un prochain atelier.